cosmétiques éclaircissants contenant plus de 2% d'hydroquinone sont désormais interdits sur le marché ivoirien. Décision annoncée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Mesure qui vise à protéger la santé des populations, surtout préserver la peau des citoyens. L'actualité, c'est aussi la reprise à l'hémicycle. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année a été ouverte aujourd'hui lors d'une cérémonie en présence de la majorité des députés ivoiriens, en présence également du chef du Parlement camerounais à la tête d'une forte délégation. À 5 mois de la présidentielle ivoirienne, le chronogramme pour les préparatifs du scrutin est connu. Il a été rendu public hier par le président de la Commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko. Dans ce journal, les principales étapes du processus de la réception des candidatures à la campagne électorale. Et puis, à l'étranger, la Guinée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a débuté la révision de la liste électorale en prélude à la présidentielle. Une révision pas du goût de l'opposition. Elle souhaite plutôt la révision du calendrier électoral en vue d'avoir les élections locales après la présidentielle. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans ce 20h, EcoPlus, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, on fait un état des lieux relatif au paiement des factures de l'État aux fournisseurs. Ce sera bien sûr dans un quart d'heure. Les produits cosmétiques éclaircissants contenant plus de 2% d'hydroquinone sont désormais interdits sur le marché ivoirien. Décision annoncée ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Le projet de décret vise à rationaliser la fabrication et l'usage des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle afin de sauvegarder la santé publique. Jérôme Kofi Aboulin. Désormais, il n'est plus question de vendre n'importe quel type de produit cosmétique en Côte d'Ivoire. À travers cette mesure prise en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement entend rationaliser la fabrication et l'usage des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle dans le but de sauvegarder la santé publique en Côte d'Ivoire. Désormais, on ne pourra plus vendre effectivement n'importe quel type de produit qui est dangereux pour la santé publique en Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir apprécier le suivi donc, de cette mesure, un comité national d'évaluation et d'autorisation de commercialisation a été mis en place, qui va donc organiser les activités qui sont liées à la fabrication, à l'importation, à la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Par ailleurs, face à la paupérisation, le Conseil a décidé de mettre en place un plan d'aide à certains ménages jugés pauvres. Ce plan, qui va s'appliquer à 35 000 ménages, s'inscrit dans le cadre des actions appelées filets sociaux, calqués sur le modèle brésilien consistant à prendre en charge les familles les plus démunies, notamment en milieu rural. Le président de la République a estimé qu'il fallait effectivement se servir du modèle brésilien, important en la matière, pour lutter contre la pauvreté. Et donc, c'est cette communication qui a été faite pour nous situer sur l'état d'avancement de ce projet important. Ce programme implique des transferts monétaires non contributifs qui privilégient les ménages ou les individus les plus vulnérables en vue donc d'améliorer sensiblement leurs revenus pour lutter contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Ce projet filets sociaux, il faut le savoir, est donc adossé à la stratégie nationale de protection sociale. Et l'objectif ici est de réduire l'extrême pauvreté de 20% et l'écart de pauvreté extrême qui va donc baisser de façon significative et faire baisser grandement aussi, je dirais, la pauvreté de façon générale. Ce projet devrait profiter à 35 000 ménages. Et ce projet devrait donc démarrer très rapidement. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la situation de l'école, marquée par la grève des enseignants depuis un moment. Pour le Conseil, seule la voie du dialogue permettra de résoudre les différents problèmes évoqués par les grévistes. Le Conseil indiquant surtout que les engagements en la matière pris par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, seront tenus. D'autres images du président de la République Alassane Ouattara qui a échangé ce mercredi au palais présidentiel avec une mission de prospection britannique conduite par l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Mark Bensberg, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne, Charles Boiscamon. Cette mission commerciale britannique s'inscrit dans le cadre du suivi des intentions d'investissement de la Grande-Bretagne d'un montant de 80 milliards de francs CFA exprimé lors du forum ICI 2014. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Mark Bensberg, a pour sa part réaffirmé la volonté de la délégation britannique de concrétiser ses intentions d'investissement qui concernent divers domaines, notamment l'environnement, l'énergie et les produits pharmaceutiques. Le chef de l'État s'est quant à lui réjoui d'accueillir cette importante délégation d'hommes d'affaires britanniques
dans notre pays et a souhaité que ces opérateurs économiques puissent investir et accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire. Le nouveau président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Seydou Eliman Diarra, a prêté serment cette fin d'après-midi, toujours au palais présidentiel, cérémoniel qui a eu lieu en présence du président de la République. Vous aurez certainement les détails avec Awa Touré dans nos prochaines éditions. Le Togo, à la une de l'actualité africaine, le président ivoirien y a effectué hier un aller-retour de quelques heures avec son homologue du Ghana, John Dramani Mahama. Le président Ouattara était membre d'une mission de la CEDEAO qui faisait suite à la présidentielle togolaise. Bref séjour mis à profit pour rencontrer l'opposition politique togolaise, le président de la CENI et le président sortant Faure Gnassingbé, aujourd'hui réélu à la tête du pays. Viviane Haïm. Conformément au texte de la CEDEAO qui prescrivent que l'organisation sous-régionale ouest-africaine doit avoir un devoir de solidarité à l'égard des États membres, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama et le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ont effectué une visite de solidarité ce mardi 27 avril au Togo, soit 2 jours après la tenue du scrutin présidentiel, qui s'est tenu de l'avis des observateurs internationaux dans un climat apaisé. Au cours de leur séjour d'une journée dans la capitale togolaise, ils ont rencontré l'ensemble de la classe politique de ce pays, notamment les responsables des partis politiques de l'opposition, avec en tête le chef de file, Jean-Pierre Fabre. Ils ont également rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Issifou Tafa Tabiou. Enfin, ils ont eu un échange avec le président sortant, Faure Gnassingbé Eyadema. Au terme des différentes rencontres qu'ils ont menées, ils ont tenu une conférence de presse. La mission de la CEDEAO, conduite par les 2 chefs d'État, a félicité le peuple togolais pour le climat apaisé qui a prévalu tout au long du scrutin présidentiel. Elle a encouragé la CENI à poursuivre le travail de compilation des résultats de l'élection et à effectuer la publication des résultats dans les délais constitutionnels. Au terme de cette visite de solidarité, dont l'effet sur la poursuite du climat de paix au Togo au lendemain du scrutin présidentiel est indéniable, les 2 chefs d'État ont regagné leur pays. Ayant quitté Abidjan le mardi à 10h dans la matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré dans la soirée à 22h. Et Faure Gnassingbé est reconduit à la tête du Togo. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé ses résultats provisoires hier soir. Le président sortant a remporté l'élection présidentielle avec 58,75% de suffrages exprimés. Son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, qui lui a obtenu 34,95%, a dans une déclaration cet après-midi contesté les résultats en se proclamant président du Togo. Sylvie Touré. Il reste à la barre. Faure Gnassingbé Eyadema rempile pour un 3e mandat à la tête du Togo. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du samedi dernier par la commission électorale. La commission électorale nationale constate que M. Faure Essoasimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires. Ces résultats provisoires accréditent le président sortant de 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Ce dernier, dans une déclaration produite ce mercredi après-midi, a rejeté ces résultats. Ces résultats sont des résultats frauduleux qui n'ont rien à voir avec les résultats compilés par le Centre informatique de Cap 2015 qui nous donne largement vainqueurs. Ce énième coup de force électoral ne passera pas. C'est pour nous tous un devoir impératif, sacré, constitutionnel de nous mobiliser massivement pour faire échec à ce crime contre la souveraineté nationale. Un appel au peuple qui laisse craindre des lendemains électoraux difficiles. L'opposition avait déjà donné de la voix pour dénoncer des irrégularités au cours du comptage des voix. C'est finalement dans la nuit de mardi à mercredi que la CENI a proclamé les résultats à la suite d'une mission de la CEDEAO à Lomé. Rappelons que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a régné pendant 38 ans sur le Togo.
Toujours au chapitre des élections en Afrique, la présidentielle ivoirienne, elle, c'est dans 5 mois. Déjà, le chronogramme pour les préparatifs du scrutin est connu. Il a été rendu public hier par le président de la Commission électorale indépendante CEI, Youssouf Bakayoko. Entre autres principales étapes, la réception des candidatures par la Commission du 20 juillet au 24 août 2015, la publication des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel le 10 septembre prochain et la campagne électorale du 10 au 23 octobre 2015. L'éclairage de Sylvie Touré. Dépôt et publication des candidatures, campagne électorale, date du scrutin, le chronogramme des préparatifs de l'élection présidentielle est connu depuis ce 28 avril 2015. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, l'a annoncé lors de la 3e conférence des ambassadeurs. Du 20 juillet au 24 août 2015, réception des candidatures par la CEI. 10 septembre 2015, publication des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Du 10 au 23 octobre 2015, déroulement de la campagne électorale. Quant à la tenue du scrutin, elle est prévue le dernier dimanche d'octobre conformément à la loi. Pour l'heure, 530 commissions locales ont été installées à travers le pays. Restent les 19 de l'étranger qui le seront à partir de la semaine prochaine. Youssouf Bakayoko compte sur une bonne collaboration des ambassadeurs pour que les Ivoiriens de l'extérieur puissent exercer allègrement leur droit de vote. Ce besoin porte sur les volets essentiels suivants. Installation et mise en place des commissions locales au sein des représentations diplomatiques. Nous aurons besoin de mobilisation des représentants et des entités membres de la CEI, à savoir 9 au total, dont le représentant de l'ambassadeur. Donc, je rappelle, c'est 4 pour la majorité au pouvoir, 4 pour l'opposition et 1 représentant de l'ambassadeur. Youssouf Bakayoko a annoncé que l'éventualité d'un vote électronique est à écarter pour la présidentielle 2015. Cependant, il pourrait l'être pour les élections locales. Dans l'actualité parlementaire, la reprise à l'hémicycle ce dernier mercredi du mois d'avril conformément à la Constitution. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année a été ouverte lors d'une cérémonie en présence de la majorité des députés ivoiriens, en présence également du chef du Parlement camerounais à la tête d'une forte délégation. En politique, la tournée de Pascal Affi-N'Guessan dans la région du Gbeke, c'est dans le centre du pays. Le président du FPI dit être allé rencontrer tous les délégués départementaux de la région en ligne de mire des échanges d'informations entre acteurs politiques en vue d'un prochain congrès. Kader Sogodogo depuis la station de Bouaké. Le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi-N'Guessan, est en tournée dans la région de Gbeke. Une tournée qui va durer environ 3 semaines. Le patron du FPI vient à la rencontre des militants et sympathisants de son parti. À Bouaké, première étape de cette randonnée, Pascal Affi-N'Guessan a échangé avec les délégués départementaux, avec en ligne de mire le prochain congrès du FPI. L'occasion était belle pour Pascal Affi-N'Guessan d'annoncer la participation du Front populaire ivoirien FPI à la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Le FPI sera aux élections de 2015. La Côte d'Ivoire attend que le FPI soit présent parce que la Côte d'Ivoire a soif de l'alternance et nous devons être là pour incarner cette aspiration des Ivoiriens au changement. La tournée de Pascal Affi-N'Guessan prendra fin le 9 mai prochain par un meeting à Bouaké. Un meeting qui va sonner l'heure de la mobilisation du FPI dans la région de Gbeke. Lundi prochain, 4 mai, le chef de l'État sera en visite dans la région de l'Agnébi-Tiassa, singulièrement à Agboville. Les préparatifs de cette visite présidentielle ont été au cœur d'une rencontre hier au plateau entre les fils et filles de la région. Doigt de Laser. Après la visite à Tiassalé le 16 avril dernier, le président de la République Alassane Ouattara va fouler le sol d'Agboville dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ce rendez-vous prévu pour le 4 mai prochain est l'objet de cette rencontre entre les cadres, les fils et les filles de cette région. Ils veulent réserver un accueil chaleureux à leur hôte, ce qui nécessite une bonne organisation. Ici dans cette salle, il y avait le FPI, il y avait le PDCI, il y avait le RDR, il y avait des indépendants. Mais à l'occasion de cette visite du président, en tant que développeur, en tant qu'agent de rassemblement, ils ont appelé tout le monde pour dire à la nation que nous sommes mobilisés et prêts à accueillir le chef de l'État et nous nous engageons à offrir au chef de l'État
une bonne fête. Une visite qui vient à point nommé selon les autorités politiques de la région de l'Anyébi-Tiassa. L'axe principal reliant Agboville à Abidjan était impraticable, mais aujourd'hui, avec la visite du chef de l'État, voyez-vous que cet axe-là est en réflexion. On ne peut qu'être heureux. On souhaite que ça continue comme ça. Et nous savons très bien que le chef de l'État est un homme de parole, qu'il pose des actes forts et nous saurons répondre. Le 4 mai 2015 sera l'occasion pour les populations de l'Anyébi-Tiassa de partager avec le président de la République leur projet de développement communautaire et de faire des doléances en matière d'infrastructures scolaires, sanitaires et routières. En économie, la deuxième édition du Forum économique Africa-Belgium Business Week. La rencontre se tient en Belgique, rencontre à laquelle prend part le Premier ministre ivoirien à la tête d'une forte délégation. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce forum qui rassemble plusieurs pays africains. C'est une excellente opportunité pour le renforcement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire, mais aussi entre les pays africains. La correspondance de notre envoyé spécial, Hugues Blé. Hommes d'affaires et responsables politiques africains, belges et canadiens réunis à Genval dans le cadre de l'Africa Belgian Business Week s'accordent sur un fait: le continent africain offre beaucoup d'opportunités d'investissement qu'il faut saisir. Mesdames, Messieurs, osons l'Afrique, osons l'Europe, osons entreprendre, osons essayer, osons construire des ponts plutôt que des murs, osons relever ce défi économique entre les deux continents, osons ce défi pour l'Afrique, afin que plus jamais nous n'ayons à déplorer des morts en nos mers. La présence de la Côte d'Ivoire, pays à fort potentiel et à l'honneur de l'édition 2015 de l'ABBW, le représentant du Premier ministre belge la salue. Le président Alassane Ouattara a une vision économique dynamique et pose des jalons d'une croissance robuste pour son pays, auquel il a invité à davantage s'intéresser. Notre pays s'attelle en particulier à améliorer le climat des affaires, ce qui aura très certainement des réponses positives sur les investissements étrangers. Je me réjouis que vous puissiez partager l'expérience ivoirienne avec nous. L'expérience de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre de Nakaban Duncan l'a effectivement partagée. D'abord dans son message en mettant en exergue les atouts du pays, ensuite au cours des échanges qui ont suivi en insistant sur la transparence dans les différentes relations avec le monde des affaires. Nous sommes un pays de libéralisme économique. Nous faisons par appel d'offres pour que les choses soient transparentes. Donc vous devrez pouvoir participer à cela. Nous faisons des appels d'offres ouverts en liaison en général avec la Banque mondiale, la SFI, MIGA. La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays dans le monde à obtenir les concours MIGA du fait donc de cette transparence et avec 828 millions donc de dollars d'investissement de MIGA sur la Côte d'Ivoire. Le Forum économique Africa Belgian Business Week accueille aux côtés de la Belgique et du Québec, le Maroc, la RDC et bien d'autres pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire a 3 jours pour les convaincre de faire ou de continuer de faire affaire avec elle et pour les rassurer sur son environnement des affaires. Payer la bonne et juste facture aux fournisseurs et prestataires de services de l'État. Tel était l'objectif du gouvernement en diligentant l'audit des arriérés de l'État sur la période 2000-2010. Un audit qui a depuis livré son verdict et retenu le montant de 152,9 milliards de francs CFA de dette intérieure sur les 336 milliards de francs CFA de dette initiale, bien que l'opération de paiement des factures soit en marche, avec près de 90% de dettes payées. Les procédures et le rythme de paiement suscitent quelques grincements de dents, malgré la volonté affichée du gouvernement de régler la dette intérieure qui plombe l'activité des PME ivoiriennes. De nombreuses difficultés persistent. C'est un sujet EcoPlus signé ce soir de Jean-Luc Bangbo. La question du règlement des factures a toujours été un nœud gordien dans les relations État-secteur privé. Entre l'État, dont la volonté est d'assainir les finances publiques en évitant des déperditions, et les opérateurs économiques qui réclament plus de diligence dans le paiement de leurs factures, ce sont les derniers qui se considèrent comme les plus lésés. L'État nous doit énormément d'argent. C'est des marchés publics auxquels nous avons soumissionné. Et au moment de payer, ça fait pratiquement 3 ans, on nous parle de passif. Un marché public où il y a eu un appel d'offres
et des opérateurs soumissionnés jusqu'à ce jour ne sont pas payés par l'État. Pour les autorités en charge de la question, la réalité est qu'il ne faut pas payer pour payer, mais payer la bonne et juste facture. Dès l'instant où une facture arrive à l'inspection, c'est qu'il y a problème, parce que l'inspection, c'est le gendarme. Donc nous sommes tenus de faire des vérifications. C'est ce souci de régularité qui a amené le gouvernement à diligenter notamment un audit pour les arriérés de l'État se rapportant à la période 2000-2010. Confié à des cabinets d'audit privés, cet audit a depuis lors livré ses résultats. 152,9 milliards de francs CFA validés sur les 356 milliards de francs CFA audités. Les dettes fournisseurs comptent à elles seules pour 98,3 milliards de francs CFA dans ce montant retenu. Pour la mise en œuvre des résultats de cet audit, un comité de suivi a été mis sur pied. Son rapport a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres le 11 mars dernier. Au 31 décembre 2014, 82,8 milliards de francs CFA avaient été payés. Donc le Conseil, cette fois-ci, a adopté le plan proposé par Madame la ministre en charge de l'économie, plan qui consiste, suivant différentes options, à rembourser le solde qui est de 11,5 milliards de francs CFA pour la dette ancienne non payée et de 11,21 milliards de francs CFA pour les dettes qui ont été réintégrées après validation des dossiers de réclamation. La volonté du gouvernement de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique l'a amené à procéder à la titrisation de la dette restant à payer et validée par les cabinets d'audit. Instruction ferme a été donnée au ministère concerné d'apurer les créances validées résultant des réclamations et d'achever l'audit complémentaire des mandats. Ces dispositions sont pourtant loin d'avoir levé tous les obstacles au paiement. Une décision a été prise par le gouvernement de dire tous les 3 mois, tout ce qui a été fait comme actes seront payés. Mais en réalité, cela n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'insatisfaction et ça, il faut le souligner. Il faut qu'on passe dès l'effet d'annonce à des actions réelles posées sur le terrain. À côté de cette épineuse question des arriérés, ce sont les délais de paiement des prestations qui animent les débats entre l'État et le secteur privé. Devant les chefs d'entreprise à qui il était venu présenter en février dernier les opportunités que le budget 2015 offre au secteur privé, le ministre chargé du budget Abdourahmane Cissé a encore fait face à cette préoccupation du paiement des factures. Tout en reconnaissant l'existence de quelques dysfonctionnements liés à des lourdeurs administratives, le ministre Abdourahmane Cissé est revenu sur des nouvelles dispositions arrêtées pour parvenir à des paiements plus rapides. Nous avons mis en place, au cours de l'année 2014, un comité de suivi des délais. Parce que quand vous laissez chaque membre de l'administration décider du moment auquel il veut engager la facture, lorsqu'il n'a pas de suivi et qu'il sait pertinemment que même s'il prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour engager sa facture, il a une liberté qui est trop importante. Donc nous avons décidé de restreindre cela. De nouvelles dispositions qui n'ont pas tardé à faire leurs preuves selon le ministre. Nous sommes passés en moyenne à 14 jours les délais d'engagement des factures. Nous sommes passés de 40 jours au cours de l'année 2013 à 14 jours au cours de l'année 2014. Dans le souci de payer la bonne et juste facture, l'État a placé l'Inspection générale des finances, IGF, au centre du processus. Plusieurs factures se retrouvent ainsi sur la table de l'IGF, faisant parfois l'objet de rejet. Quand on constate des irrégularités, on rejette la dépense purement et simplement. Une prestation qui n'est pas faite, l'État ne va pas s'autoriser à payer des factures fictives. Parce que derrière ces factures, il n'y a aucune contrepartie économique au bénéfice de l'État. Pour réduire les plaintes et permettre la prise en compte des préoccupations de toutes les parties prenantes, l'État mise sur la concertation. Un comité bipartite secteur privé, secteur public pour le suivi du paiement des crédits de TVA a notamment été institué. Aujourd'hui, en termes de mécanismes de remboursement, beaucoup d'efforts ont été consentis par les différents ministères en charge de la question. Et aujourd'hui, il y a une certaine fluidité en fait dans le remboursement des crédits effectués à l'endroit des opérateurs. Entre audit et les efforts des uns et des autres, le paiement intégral de la dette intérieure devrait pouvoir être une réalité pour permettre aux PME ivoiriennes de jouer pleinement leur rôle d'acteur du développement économique national. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. La DDR, Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, poursuit son opération de restitution de sites
Après Abobo, l'action de l'autorité s'est étendue à Yopougon. La cité policière de la brigade anti-émeute a été restituée par les ex-combattants qui l'occupaient. Hamza Diaby. Nous sommes à la caserne BAE, la cité policière de Yopougon. Les ex-combattants qui occupent cette cité sont ici en train de la quitter, la libérer afin de la rétrocéder. C'est une action de la hiérarchie militaire sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les ex-combattants ne seront donc plus associés au FRCI. Leur destination, les centres de resocialisation de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. C'est le démarrage de l'opération Bonheur. Ce vendredi-là, ils étaient tous réunis, tous les chefs des grands commandements. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI. Le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Brindombia, l'administrateur de la police nationale, qui lui se dit heureux de recevoir ici la clé de la cité policière. Une cité construite pour recevoir 10 000 policiers. Aujourd'hui, qu'elle revient à la police nationale, elle aura certainement besoin d'un toilettage avant sa mise en service officielle. Outre la restitution de sites, la DDR poursuit également l'essence de sa raison d'être, le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Une opération de désarmement des ex-combattants au camp commando d'Abobo se tient en ce moment jusqu'à lundi prochain. On retrouve Hamza Diaby. L'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du camp commando d'Abobo s'est déroulée dans le calme et la discipline. Ici, 660 ex-combattants ont répondu à l'appel de la hiérarchie militaire sur instruction du président de la République Alassane Ouattara en vue de leur intégration dans le processus DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous vient de déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Comme il y a des amis là, ils n'ont qu'à me donner mon film de désarmement pour que je prenne cet argent pour faire commerce. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres présents sur le terrain, a encouragé les ex-combattants à adhérer au programme de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'opération se déroule normalement, conformément à l'ordre d'opération Bonheur qui a été fait par l'état-major général. Il passe par les ateliers tranquillement jusqu'au dernier atelier. Il a été dit par le chef de l'État qu'au niveau des matricules, ce n'est plus possible. L'ADDR a été désigné et mandaté pour assurer leur réinsertion. Et s'ils s'inscrivent normalement, personne ne sera laissé pour compte. À partir du 28 avril, ces ex-combattants recensés ici au camp commando d'Abobo seront conduits dans les centres de resocialisation de Guiglo ou de Boisflé. Après le message de la levée de leur mot d'ordre de grève, les enseignants réunis au sein d'un syndicat demandent l'appui du chef de l'État par rapport au désagrément causé par la grève. Je vous propose un extrait de cette déclaration. Excellence, Monsieur le Président de la République, par la présente, au nom du Bureau exécutif national du SINESI et au nom des enseignantes et enseignants de Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur de solliciter votre insigne honneur à l'effet de bénéficier de votre bienveillance afin d'effacer les effets collatéraux, notamment les ponctions salariales que nous avons subies à la suite des arrêts de travail que nous avons observés en 2013 et 2015. Des malentendus ont suscité certaines réactions de notre part, mais aujourd'hui, à la faveur des discussions que nous avons eues avec nos autorités, nous sommes conscients de la bonne volonté du gouvernement pour le développement de l'école ivoirienne. Nous faisons donc confiance au gouvernement pour la prise en compte de notre vœu. C'est pourquoi il nous plaît de venir très respectueusement souhaiter que notre requête pour le reversement de ces ponctions ait un écho favorable auprès de votre Excellence. Pour notre part, Excellence, Monsieur le Président de la République, le SINESI s'engage à tout mettre en œuvre pour que les programmes scolaires de l'année scolaire s'achèvent et que les examens de fin d'année se déroulent dans un climat apaisé. À l'étranger, la Guinée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a débuté la révision de la liste électorale en prélude à la présidentielle.
Une révision, pas du tout du goût de l'opposition. Elle souhaite plutôt la révision du calendrier électoral en vue d'avoir les élections locales après la présidentielle. Sidonie Davila. C'est un véritable dialogue de sourds entre l'opposition guinéenne et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors que l'opposition demande la révision du calendrier électoral, l'instance chargée des élections a quant à elle choisi de lancer la révision du fichier électoral. Selon Sori Sidibé, commissaire de la CENI, cette révision du fichier électoral vise à respecter la date des élections présidentielles. On reproche certains pays de repousser la date des élections présidentielles. Mais en Guinée, la CENI a dit non, il faut se soumettre au texte. La loi, la Constitution dit qu'il faut faire l'élection du président de la République dans la période du 21 septembre au 21 octobre. C'est la période. 90 jours au plus, 60 jours au moins. Maintenant, si on nous pousse, ce n'est pas autre chose. Nous appliquons la loi. Des affirmations rejetées par l'opposition. Elle projetait même une marche jeudi. Mais les discussions avec l'émissaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Chambas, l'a emmené à renoncer à cette marche. Inquiet de la détérioration de la situation, l'émissaire de l'ONU a dans un communiqué mardi appelé la classe politique guinéenne à privilégier le dialogue pour l'intérêt supérieur du pays. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.